Aujourd'hui, on va parler de Nvidia, cette fabuleuse action qui peut vous faire gagner 1000% ou qui peut aussi diviser votre patrimoine par deux. Alors Nvidia, c'est sûrement l'action qui a le plus fait parler d'elle récemment, tout simplement grâce à sa hausse fulgurante. Alors on le voit bien, si on prend depuis, je sais pas moi, 2014-2013, on voit qu'on a fait une ascension à plus de 10 000%, ce qui est incroyable. Si on prend depuis ici, même si on prend depuis les plus hauts, depuis 2018, ce qui n'est pas si loin que ça, on est monté quand même très haut à 622%. Alors même si je prends depuis par exemple ici et que je reprends au prix d'aujourd'hui, on est quand même à 495. Si on compte le pic, le run qu'on a fait ici, là, on est à 344%. Et si on prend récemment, depuis ici, novembre 2022, donc il n'y a pas eu de crack, de pandémie, etc. C'était juste une correction après la folle hausse qu'on avait eue en 2020. On avait eu une folle hausse ici. On est redescendu. Et si je prends jusqu'à aujourd'hui, on est quand même à 262%, ce qui est énorme pour une entreprise de cette taille-là. Alors, est-ce que c'est une société qui va continuer à monter encore et encore, et du coup, vous pouvez encore faire 100, 200, 500%, 1000%? Ou est-ce que le joli rêve est terminé et qu'on va se faire comme la bulle des années 2000 où elle va éclater et qu'NVIDIA finalement va tout perdre? Ou alors est-ce que la vérité se situe un peu entre les deux? C'est ce qu'on va voir déjà avec une première vidéo aujourd'hui en analysant les différents ratios et voir si déjà c'est juste un rêve ou si déjà il y a des bons fondamentaux et quels sont les points faibles de l'entreprise. Donc on va voir tout de suite. Est-ce que les revenus totaux augmentent? Donc on va prendre depuis 2005, histoire d'avoir un peu de recul. 2005, on voit quand même qu'on était sur 2 milliards, ce qui était déjà une grosse entreprise, parce que 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas rien. Alors, c'est pas une énorme, c'est sûr, quand on compare à Nvidia aujourd'hui ou à des boîtes comme Apple, Netflix, etc. Mais 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est déjà pas rien, on n'est pas sur une toute petite société. Et on voit qu'on est en constant, alors si je vais juste zoomer, parce que là, on pourrait croire qu'on est en stabilisé. Non, effectivement, donc on est monté, on a un petit peu stagné, et on voit bien que depuis les 2014-2015, on monte en flèche. On voit quand même qu'on est réussi à finir à 27 milliards de chiffre d'affaires. Donc on passe quand même de 2 à 27, ce qui est quand même incroyable en une vingtaine d'années. Pareil pour ici, le revenu net, donc les bénéfices, on est passé de 100 millions à, alors une petite chute ici, mais globalement, même si on enlève la dernière redescente, on est passé quand même de 100 millions à 4 milliards 3, ce qui est incroyable. Et si on prend ici, 9 milliards et quelques. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment sympa. Si on prend ensuite la marge nette, ce qui est important de voir, c'est si les revenus augmentent, c'est très bien, c'est parce qu'ils sont en même temps que le chiffre d'affaires à marge constante. Mais si la marge augmente, c'est encore mieux. On voit ici que la marge est passée de 5% à 16%, ce qui est bien. Alors on a des hauts et des bas, voir pourquoi, s'il y a des cycles, est-ce qu'il y a eu des partenariats, est-ce qu'il y a eu des soucis, est-ce qu'il y a eu des tendances sur lesquelles Nvidia surfe et puis après, au bout de quelques années, plus rien. Donc à voir, mais globalement, on est quand même passé de 5% à 16%, donc on est quand même sur quelque chose de prometteur. Nvidia, globalement, arrive à optimiser ses coûts, et donc on a des marges nettes qui augmentent. Et le nombre total d'actions, moi je n'aime pas voir le nombre d'actions qui augmente, je trouve que pour moi c'est une mauvaise gestion. Maintenant il faut avouer que il arrive que quand il y a par exemple des taux élevés et le crédit du coup coûte cher, des fois ça peut être mieux de diluer un petit peu les actionnaires, de faire une levée de vendre des actions et avec ça racheter un concurrent, racheter je sais pas des nouvelles machines, peu importe. Ça peut être une stratégie, ça s'utilise pas tout le temps, c'est pour ça que du coup moi j'aime pas trop voir ça tout le temps. Un coup une fois de temps en temps pourquoi pas, mais là du coup je vois qu'on est quand même passé de 2 milliards d'actions à 2 milliards 5. Alors c'est pas énorme, on n'est pas sur une dilution de x3, x5, x10, mais bon, c'est quand même quelque chose qui, on a quand même pris plus 20-25% à peu près. Donc bon, c'est quand même quelque chose qui est pas... Voilà, quelqu'un qui aurait acheté ici, qui aurait laissé dormir pendant 20 ans, ce serait quand même fait diluer d'un quart. Alors évidemment, la question c'est est-ce que ça compense le fait que oui, derrière on a fait un x20, x30, x50. C'est sûr que x50 est dilué de 25%. Bon, mais à voir aussi, il ne faut pas qu'on tombe dans l'abus, dans l'excès. Donc je mettrai un petit bémol ici, à voir pourquoi, c'est peut-être une stratégie. Il l'explique peut-être dans leur rapport financier. Il faut le lire, c'est à vous de le lire. Il faut que vous fassiez vos recherches pour expliquer ceci et surtout pour savoir si ça vous convient comme justification et si vous pouvez dormir avec la nuit. Dans tous les cas, on est quand même sur une boîte qui est prometteuse, qui gère ses fondamentaux, donc on va passer au screener 2. Au screener 2, je regarde le ROCE tout simplement parce qu'un ROCE élevé veut dire que souvent, ça n'est pas forcément indiscutable, mais qu'il y a un avantage concurrentiel. Parce que ça veut dire que quand vous réinvestissez 1 euro, vous arrivez à faire 25% de bénéfices, ce qui veut dire que du coup, vous maîtrisez vos prix, vous maîtrisez votre clientèle et vous maîtrisez du coup, vous gérez bien
vos coûts, vos réinvestissements, etc. Et il y a encore de la part de marché à prendre, donc c'est quand même un avantage certain. On voit que, alors dans les bonnes années, on est à 25%, 40%, mais là c'était une année exceptionnelle, donc je ne vais pas le compter juste pour dire, on retient, mais c'était une seule année, mais on voit quand même qu'ici on avait du 29%, on avait du 40% ici, si quand même du 40 et quelques, plus que 40%, donc on est vraiment pas mal. 49 oui, et là oui effectivement du 44, donc effectivement pas mal du tout, c'est même excellent. Un bon rocher, c'est entre 10 et 15%. En dessous de 10%, c'est des entreprises normales. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond. Entre 10 et 15%, on est sur une entreprise qui commence à bien gérer ses coûts. C'est pas la pépite du siècle, mais c'est une bonne société qui, à première vue, si on regarde juste ce ratio, est pas trop mal. On voit qu'on a des années un peu difficiles, mais bon, toute société a des années un peu difficiles, mais on voit que même avec des années difficiles, on est dans la moyenne des bonnes entreprises, donc entre 8 et 14%, ce qui est pas mal. Et on voit qu'on arrive à faire des pics à 32, 50, 30, 50, donc c'est un très bon rocher, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Le free cash flow est en constante augmentation également, c'est vraiment quelque chose de bien, on est de 65 millions à 3,8 milliards, ce qui est vraiment impressionnant. On a une belle ascension. Et on voit que du coup, même si on aurait pu avoir un revenu net qui augmente et des free cash flow qui descendent ou dans le négatif ou juste toujours à plat, on voit qu'on a quand même quelque chose qui réaugmente, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je le répète encore, parce que les gens vont dire que je me répète, mais c'est important pour les nouveaux qui arrivent, ou pour qu'une idée rentre, il faut la répéter en moyenne 7 fois. Je différencie les free cash flow des revenus nets, tout simplement parce que ce n'est pas la même chose. Évidemment, les deux, quand ils sont en hausse et qu'ils sont énormes, c'est une bonne nouvelle. Mais, je prends toujours cet exemple-là pour que vous compreniez bien, la différence entre des revenus nets et des free cash flow, c'est par exemple si vous avez une boulangerie, qu'à la fin de l'année, vous avez fait 1 million de revenus nets, donc vraiment de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, vous avez payé toutes les charges, tout voilà. Vous avez fait 1 million d'excédents, du coup, et vous réinvestissez 999 000 dans un nouveau four à pain, tip top premium, génial, consomme moins, fait plus de baguettes d'un coup en une seule fournée, etc. Très bien. Mais du coup, sur le bilan, vous avez un revenu net à 1 million d'euros, ce qui est très bien. Mais dans les caisses, techniquement, il vous reste que 1000 euros. Vous venez de racheter un four à 999 000. Donc, techniquement, si vous vouliez faire du rachat d'actions, racheter un concurrent, placer ça quelque part, peu importe, ou avoir juste un petit trésor de guerre au cas où pour les périodes difficiles, vous n'avez pas 1 million. Donc, là, vous avez un rapport officiel qui vous dit que vous avez 1 million et en réalité, vous ne l'avez pas. C'est la différence. Dans tous les cas, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir dépensé 1 million dans un four à pain. Vous allez peut-être augmenter du coup votre nombre de baguettes, vous allez peut-être du coup conquérir de nouveaux marchés, vous allez peut-être faire des économies puisqu'il est peut-être plus économique sur l'électricité, vous allez peut-être faire des économies d'échelle, peu importe. Il peut y avoir une bonne raison et ça peut être un bon investissement. Mais la différence, c'est que dans un cas, vous avez un trésor de guerre et vous avez une marge de sécurité, dans l'autre, pas du tout. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste que c'est différent, mais moi j'aime bien avoir derrière du free cash flow, donc l'argent qui est vraiment dans la caisse, qui est encore là dans la caisse enregistreuse et qui du coup peut être utilisé pour d'autres choses, en plus des réinvestissements. Si derrière on coupe la poire en deux et que la personne, au lieu d'1 million, dépense seulement 500 000 dans un four à pain et garde 500 000, il y a eu 1 million de revenus nets et il y a toujours 500 000 de free cash flow. Donc ça peut être une bonne chose aussi. Comme d'habitude, il n'y a pas 0 ou 1, il y a tout ce qui peut arriver entre les deux extrêmes. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. Et maintenant, le point un peu noir, et on le verra tout à l'heure avec le PR aussi, le price to free cash flow est aujourd'hui de 106. C'est énormissime. Ça veut dire que au prix actuel, si j'achète l'action Nvidia, je me retrouve qui est aujourd'hui aux alentours de 440, 450, 440 je crois dollars. Je suis au rythme actuel et au revenu actuel, je vais mettre 106 ans à récupérer avec mes free cash flow. C'est incroyable, c'est beaucoup trop, c'est n'importe quoi. Mais des prix élevés comme ça, enfin des ratios comme ça, c'est souvent parce qu'on estime que la croissance derrière va être phénoménale. Et évidemment, personne n'achète une action en se disant je vais mettre plus de 100 ans à récupérer mon dû. On se dit juste que si derrière, dans les 10 années à venir, les revenus sont double, triple, quadruple, forcément du coup, si mettons dans 10 ans les revenus quadruplent, vous mettez 4 fois moins de temps. Puisque du coup, vous récupérez 4 fois plus par année. Donc vous mettez 4 fois moins de temps au final. Et puis, ça, c'est dans 10 ans. Si dans 15 ou 20 ans, ça a encore augmenté, donc on est passé de x4 à peut-être un x8, x10, x12, on comprend bien que du coup, la personne aura fait un bon deal en se disant les gens n'y croyaient pas à 106 fois les prices sur free cash flow. Et aujourd'hui, voilà. Moi, je trouve quand même que c'est très cher. Et si jamais je devais investir sur un price to free cash flow aussi énorme, je vérifierais vraiment si la croissance va être extraordinaire dans les futures années, puisque si elle ne l'est pas, ça ne justifie en aucun cas un prix comme ça. Donc ici, un price to free cash flow comme ça, c'est quelque chose qui est énorme,
on pourrait presque aller au trop si jamais la croissance n'est pas au rendez-vous. Si la croissance est au rendez-vous, et de combien? Parce qu'une croissance de 10 ou 20% par an, c'est pas assez, mais avec une croissance phénoménale, ça peut être quelque chose qui s'envisage. Peut-être une petite pièce, peut-être pas, peut-être voilà. Donc à voir ce que c'est. On passe au screener suivant. Ici, on récupère du coup les revenus nets pour que j'ai ma vision d'ensemble. On regarde le PER. Pourquoi le PER? Parce que je viens de dire que le price to free cash flow était mieux, tout simplement parce que le price to free cash flow, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, alors que le PER est regardé par des millions, voire des milliards d'intervenants sur le marché de la bourse. Donc, du coup, si c'est ce que le marché regarde, il faut que je regarde aussi parce que avoir raison, c'est très bien, mais si on a raison contre tout le monde et qu'on est contre-courant et que tout le monde est contre une société, par exemple, vous avez beau placer les bonnes billes, derrière, si le marché il descend pendant 10 ans, vous avez beau avoir raison et renforcer votre position, c'est très bien, mais si le marché vous donne tort pendant 10 ans, pendant 10 ans, vous ne ferez pas de gain. Alors, effectivement, le jour où ça décolle, vous avez tellement placé de billes et vous avez renforcé la baisse que c'est génial, c'est maintenant que vous rigolez parce que c'est là que vous faites des gros profits. Mais il n'empêche que pendant 10 ans, alors il faut tenir déjà mentalement, il ne faut pas lâcher la position et finalement arrêter, du coup sinon vous avez tout perdu, ça ne sert à rien d'avoir raison, vous avez juste cramé de l'argent et vous avez lâché psychologiquement parce que le marché vous donnait tort. Et il faut aussi se dire que vous auriez pu mettre votre argent ailleurs et le laisser travailler ailleurs. Et au bout de 9 ans et quelques, revenir. Alors évidemment, ça c'est le meilleur scénario, puisque on ne sait jamais au bout de combien de temps pile poil le marché va réaliser, mais on voit bien que quand le marché ne réalise pas et qu'il est entêté, ça ne sert à rien d'être à contre-courant. Donc j'aime bien regarder le PER pour voir si le marché estime que c'est trop cher ou pas. Et là, effectivement, on se rend compte que oui, le marché estime que c'est beaucoup trop cher, puisque quand on l'étend comme ça, on voit bien que du coup, on est sur quelque chose qui est incroyable. Alors, Nvidia a toujours été sur des PER élevés, on le voit bien ici, même ici, là, depuis 2009, on est quand même, si on part sur cette ligne-là, on est quand même à des PER de 37, 40, ce qui est quand même déjà beaucoup. Même dans le monde de la tech, on est sur quelque chose de pas mal. 40, c'est vraiment, vraiment pas mal. On voit qu'on est monté ici à des PER de 75, 100, et on a fait un excès aussi en montant jusqu'à 220. Un PER de 220, c'est incroyable. Donc, du coup, là, on voit que le marché estime qu'on est peut-être parti dans l'abus et qu'aujourd'hui, là, on redescend et qu'on va remettre un peu les pieds sur terre. La question, c'est est-ce qu'il va continuer à descendre jusqu'ici et revenir à un PER qui est à peu près normal, ou est-ce qu'une croissance exponentielle justifie le fait qu'il va peut-être rester par ici, parce que même s'il a l'air délirant, ce PER, si la croissance est phénoménale derrière, les gens ont raison de se placer maintenant parce que c'est eux qui, dans 5 ou 10 ans, vont rigoler parce qu'ils auront fait le pari au bon moment. Ils auront peut-être payé un peu cher, même très cher, mais si derrière la croissance est en rendez-vous, ça peut être un pari gagnant. Je regarde ici la dette nette parce que ce que je veux absolument voir, c'est pas une dette qui est mal gérée. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a de la dette, c'est pas une mauvaise chose. C'est un levier comme un autre, comme quand vous achetez un appartement ou votre maison, ou vous comptez sur le fait que vous allez mettre toute votre vie à gagner 400 ou 500 000 euros et vous attendez d'avoir l'argent à la fin. Et du coup, avec l'inflation, tout ça, votre pécule qui sera posé sur un compte en banque aura perdu de sa valeur. Mais bref, vous attendez toute votre vie et voilà, et vous l'achetez comptant à vos 60-70 ans, ou vous le faites maintenant, et puis vous remboursez petit à petit, mais au moins vous avez votre maison entre deux. Donc une dette n'est pas une mauvaise chose. Une dette mal gérée est une très mauvaise chose. Donc il faut regarder. On voit ici que on était déjà dans la trésorerie, et qu'on continue, parce que si c'est une dette négative, c'est que du coup il y a de la trésorerie, et on voit qu'on a de la trésorerie qui continue d'augmenter. Alors 9 milliards, c'est pas mal. Sur une capitalisation de 900 milliards, bon, c'est pas énorme, on a 1% qui est dans les caisses, donc bon, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est bien, ça peut être pour acheter un concurrent. D'ailleurs là, on voit qu'il y a eu un gros pic, là, donc du coup, on a sorti de l'argent quelque part, on s'est endetté ou peu importe. Donc il faut aller voir pourquoi. Mais ici, il y a eu un mouvement, d'habitude on économisait un petit peu d'argent, on mettait de côté, et puis là d'un coup, clac, on a redépensé tout. Donc à voir pourquoi. Est-ce que du coup, on veut racheter un concurrent? Peu importe, il faut voir. Et ici, donc, les capitaux propres, moi ce que j'aime bien voir, alors sur une entreprise comme dans la tech, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose parce que la tech est valorisée différemment des entreprises et dans le secteur cyclique, etc. Mais, parce que par exemple, un équipementier automobile ou des usines ou quoi que ce soit, souvent c'est ce qui fait la production quand on veut produire par exemple des voitures, du métal, des fonderies, peu importe. C'est pas la même chose que la tech, puisque la tech souvent c'est quand même la capacité à générer des marges fortes, à avoir comment on dit ça, c'est pas un panier client, mais c'est d'avoir sur son réseau, de pouvoir continuer à avoir les mêmes utilisateurs et la même masse d'utilisateurs chaque année. C'est ça qui est valorisé. C'est pas les terrains, ce ne sont pas les usines, ce ne sont pas les machines. C'est plutôt ce panier-là de clients, ce réseau qui est valorisé. Et donc on voit bien que
ici, on est à quelque chose comme 22 milliards. 22 milliards, c'est pas mal, mais comparé à la valorisation de 900 milliards, on voit que c'est quasiment rien. Donc là, aujourd'hui, ça ne m'interpelle pas, pardon, et on va pas s'en servir, parce que comme je le disais, dans les entreprises de la tech, ça ne veut pas dire grand-chose. Et enfin, je regarde du coup la capitalisation, parce que celle-ci elle ne prend pas en compte la dilution d'actions ou le rachat d'actions. C'est-à-dire que techniquement, quand on regarde je sais pas, le bénéfice par action, par exemple, par action veut dire que si derrière vous diluez grandement ou chaque année, vous ne pouvez pas comparer il y a 10 ans et aujourd'hui. Alors qu'une capitalisation, ça prend en compte le prix de l'action fois le nombre d'actions. Donc dans tous les cas, l'entreprise ici, elle valait peut-être 1 million, là elle valait 5, là elle valait 2, là elle valait 25, mais dans tous les cas, ça valait vraiment ce prix-là. C'est parce que c'est le nombre d'actions fois le prix de l'action, donc c'est vraiment le prix de la boîte à un instant T. Et donc on voit bien qu'on est sur une trend bien haussière. Alors il y a eu un excès en 2021 qui a été fortement corrigé, ce qui est normal, mais on voit bien que ça n'a pas découragé les gens et qu'il y a eu un rebond, et il faut quand même une excellente bonne nouvelle ou des bons chiffres ou des bons rapports qui ont été publiés pour réussir à revenir d'ici avec une sacrée chute et de repasser plus haut que les anciens plus hauts, mais en seulement quelques mois. On voit bien qu'en quelques mois, on est remonté ici. Là, on voit bien que ça se calme un petit peu, mais on voit bien que ça dégonfle alors très fortement, mais on n'est pas ici non plus. À voir si ça arrivera, mais on voit bien qu'on est quand même sur un trend haussier moyen. Même si on devait passer entre les deux, on voit bien que ici, là, si on faisait une droite de régression, on arriverait par là. Donc, à voir comment ça va se passer dans l'avenir. Mais dans tous les cas, en conclusion, le dossier mérite d'être ouvert. Nvidia est une belle entreprise. Nvidia sait gérer son argent. Nvidia sait gérer sa dette. Elle sait augmenter ses bénéfices, sa marge, etc. Elle a un excellent rocher. C'est vraiment une bonne société. Maintenant, c'est comme tout. Une bonne société, même une bonne société a un prix d'acquisition, puisque, comme je l'utilise souvent comme exemple, c'est juste pour contredire, parce qu'il va y avoir des commentaires comme ça, pour dire oui, mais si, c'est une super boîte, c'est génial, il faut l'acheter. Non, non, comme toujours, non, tout a un prix. Une Ferrari est une super voiture, oui, une Ferrari à 10 000 euros, c'est une aubaine, il faut y aller. Une Ferrari à 100 000 euros, les gens diront bah oui, c'est le prix normal, c'est ce qu'il faut faire entre 100 et 300 000 euros, c'est bien. Une Ferrari à 1 million d'euros, ça reste toujours une bonne voiture, ça commence à être cher. Une Ferrari à 1 milliard d'euros, c'est toujours une très bonne voiture, mais 1 milliard d'euros pour une Ferrari, c'est vraiment vraiment cher. Et une Ferrari à 100 milliards d'euros, c'est toujours une bonne voiture, mais c'est vraiment trop cher et personne ne l'achèterait. Ou peut-être un farfelu dans le monde, mais voilà, vous comprenez l'idée. Donc il y a bonne entreprise, et il y a une bonne entreprise avec un prix hors de portée, complètement farfelu, ou justement une opportunité avec un prix tellement bas que il faut se jeter dessus. Donc là, l'idée n'est pas de contester quoi que ce soit. Nvidia est une très bonne entreprise, ça fait des années qu'elle le montre. Maintenant la question est-ce qu'elle est trop chère? Est-ce qu'elle est peu chère et il faut y aller? Et en gros, du coup, avec une question qui répondrait à toutes celles-ci, c'est combien vaut la boîte? Et du coup, après, vous ferez votre propre avis en disant c'est au-dessus, c'est en dessous, j'achète, j'achète pas, j'attends encore un peu que ça descende, j'attends encore un peu que ça monte, peu importe, mais dans tous les cas, l'idée est de savoir quel est le bon prix pour justement savoir ce qu'on fait avec une action comme ça. On va essayer de deviner ça dans la prochaine vidéo, on va faire une valorisation, on va s'appuyer aussi sur la valorisation d'une personne assez connue qui en plus a des titres dans sa société, donc en plus il pourra faire, s'il a investi plusieurs millions d'euros, il pourra du coup nous apporter son aide puisque forcément il a dû faire des recherches encore plus poussées que les miennes, donc du coup on verra ça dans la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, salut!